Avant de passer à la deuxième table ronde, on l'a dit plusieurs fois, vous avez sur vos chaises un petit papier qui va vous permettre de donner votre avis sur le projet de nouveau réacteur nucléaire à Gravelines. Il y a une urne qui se trouve à l'entrée de la salle, normalement, donc vous allez pouvoir déposer votre formulaire et le garant de cette concertation de la Commission nationale du débat public est dans la salle, normalement, donc n'hésitez pas à aller le retrouver et échanger directement avec lui. Merci d'être là. Alors, deuxième et dernière table ronde de l'après-midi, avant d'aller après se dégourdir les jambes en visite. Le sujet n'est pas simple pour cette dernière table ronde. La transition écologique, source de conflits dans les territoires. L'exemple de l'exploitation minière, tout un symbole sur cet ancien territoire minier. J'invite sur scène Judith Pigneur, Violeta Ramirez et Séverine Carrez. Et bien sûr, Laure qui va animer. Vous pouvez les applaudir, oui. Vous pouvez d'autant plus les applaudir que c'est, je pense que je peux le dire, dans l'histoire des rencontres TEPOS, la première table ronde 100% féminine. C'est un enjeu qu'on avait à cœur à l'OS, mais aussi nous dans l'équipe. Je voulais d'ailleurs remercier Copawatt qui a animé l'année dernière un atelier aux rencontres TEPOS sur le sujet de la parité homme-femme et qui nous a bien donné un boost pour chercher plus de femmes sur scène. Merci mesdames, et puis à vous. Merci beaucoup. Il y a aussi un site qui s'appelle Les Expertes, où chacun peut aller chercher ses expertes. Mais enfin bon, ne mettons pas le balancier à l'envers. Désolée pour ça. Écoutez, voilà, je trouve ça super intéressant parce que la table ronde a été largement amorcée par l'échange qu'il y a eu, je trouve, qui nous précède. Évidemment, la transition environnementale, écologique, énergétique, électrique, ça dépend comment on l'appelle, elle engage beaucoup de projets. Je vous rappelle qu'on a aussi un besoin de réindustrialiser en France. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de nuisances et de conflits sur des territoires où on avait plutôt l'habitude, enfin, dans un pays, on a plutôt l'habitude de voir les conflits à l'extérieur. Et là, on va parler d'un cas bien concret. Avec nous, il y a donc Judith Pigneur, qui est chargée de projets matériaux et sobriété à l'association Négawatt, parce qu'on va parler d'un projet spécifique qui engage un matériau qui est le lithium. Nous sommes avec Violeta Ramirez, qui est anthropologue et également donc chercheure postdoctorante à l'Université de Savoie Mont-Blanc, mais aussi réalisatrice notamment du film Transition sous tension, dont on verra un extrait dans pas longtemps. Et puis Séverine Carrez, qui est médiatrice, formatrice, chercheuse et présidente de l'Institut international pour la négociation écologique. Donc on verra s'il y a beaucoup de démocratie participative dans la médiation, la négociation écologique. Mais on va d'abord démarrer avec cet outil merveilleux qui est le Mentimeter pour un peu d'interactivité avec vous. Et la question numéro 1 qui se pose à vous, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que votre territoire est sujet à un conflit lié à un projet de transition? J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous allez dire que je suis obsédée par EPR2 et Céveso, non, c'est ça? Ah oui, quand même. Il y a une grande majorité de territoires. Là, au moins, vous savez que vous allez intéresser l'audience. N'en jetez plus sur les 120 participations. Il y a au moins 100 territoires sujets à des conflits, j'imagine, bien divers et variés. Tout d'abord, j'aimerais qu'on démarre avec un extrait de Transition sous tension, votre film Violeta. Pour être un peu plus précis, c'est un film qu'elle a tourné dans le cours de ses travaux d'anthropologue dans l'Allier, à Échassières, où un projet de mine de lithium est en cours, bien avancé d'ailleurs, puisque
le jour où le gouvernement démissionne en juillet, il y a parmi quelques décrets consacrés à l'industrie verte, Gabriel Attal valide le décret d'intérêt majeur pour le projet de mine des Sachières, donc mine de lithium dans l'Allier. Donc ça engage beaucoup de choses légalement. Un petit extrait de votre film. L'expansion du kaolin, on l'a vu. Non, le kaolin, il est bien développé. On n'aurait pas dû partir, voilà. Maintenant, on va développer le lithium. Bon, j'en reviendrai bien. Les sources sont de plus en plus faibles. Donc, l'avenir pour l'eau, elle n'est pas évidente. Hein. Parce qu'il faut une grosse quantité d'eau là, pour le transport, là, qu'ils vont faire par pipeline et tout. Après, bon, elle se recycle. Qu'est-ce qu'elle me dit, ça? Il n'y a rien à Clermont. Il n'y a rien. Ben non. Tu vois, tu as vu un TGV, toi, tu as vu un train à grande vitesse. Non, mais il ne peut pas y avoir du TGV. Non, bien sûr. Tu parles. On est à la Cambrousse, là. Hein. Non, mais il y a trop de topographie. C'est une opportunité pour développer l'Allier et l'Auvergne. Et ça va créer des emplois, ça va apporter un apport substantiel, malgré l'inconvénient de l'eau. J'espère qu'on pourra trouver une solution, mais je suis pour à 100%. Puisqu'en 2035, toutes les voitures devront être électriques, donc il n'y aura plus de voitures thermiques. En 2035, j'aurai donc 10 ans de plus. Je ne serai pas plus riche pour ça et je ne pourrai pas m'acheter toujours des voitures électriques. Hein. Je ne pourrai pas rouler. Ben oui, mais moi je suis dans ce cas-là. Hein. La voiture électrique, pour moi, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir, parce que on va polluer pour faire rouler des gens qui ne vont pas polluer. Et qu'est-ce qu'on fait des batteries après? Et qu'est-ce qu'ils en font des batteries quand elles Voilà. Oui. Je ne supporte pas qu'on conteste quelque chose sans avoir autre chose à apporter derrière. En fait. Je ne sais pas quoi d'autre à la place et je ne suis pas à même moi de savoir quel autre véhicule on peut mettre en place. Alors oui, les transports en commun, mais ça, j'y crois absolument pas que ça se fera dans nos communautés. On est trop loin. Je peux même pas envisager de savoir, même s'il y avait un train qui poserait un de mes enfants au collège, un de mes enfants à l'école primaire, un à la garderie, un chez la nounou. C'est impossible, en fait, pour moi, à concevoir. Et je sais qu'on ne pourra pas le mettre en place facilement. À force de parler de la richesse du sous-sol de la Bosse, à force d'avoir des tentatives pour exploiter le lithium, parce qu'il y en a eu plusieurs, moi, je dis à l'exploitation, enfin, oui. Oui, sans ignorer pour autant tout ce que ça va nécessiter comme rigueur, comme précaution, mais il y a des bureaux spécialisés pour ça, il y a la haute des personnes qui vont les accompagner. Sans doute, ils vont apporter quelques emplois, voilà, ça c'est sûr. Sans doute, ça va faire vivre un peu mieux les commerces. Mais c'est du court terme. Et le problème, c'est que si on peut s'imaginer ce que sera l'après-mine, dans 30 ans, si la mine a eu lieu, et si on regarde comment ça s'est passé dans d'autres endroits où les mines étaient importantes, le territoire il risque d'être dévasté. On ne sait pas quelle sera la pollution des sols dans 30 ans. Et je ne pense pas que ce soit des solutions d'avenir. En ce moment, c'est un peu plus compliqué avec les polémiques sur le lithium, parce que bon, il faut entretenir des relations sur la corde raide, quoi. Bon. Mais en tout cas, on ne peut pas dire non au lithium, nous, ici, parce que dans ce cas-là, il faut trouver un autre moyen de vivre aujourd'hui. On ne peut pas imaginer qu'on se dise, nous, oui, ben, on a nos téléphones, c'est peu de grammes, sauf que non. C'est peu de grammes par téléphone. Mais si on multiplie le nombre de téléphones portables avec le nombre de grammes, il y en a beaucoup. Donc si le lithium, c'est pas ici, c'est pas en Bretagne, c'est pas en Alsace, forcément, on continuera à le faire venir d'ailleurs. Ben moi, je dis qu'on n'a pas besoin de lithium. Enfin, je pense ça, très fort. Je pense que le tout électrique, c'est vraiment pas la solution. On n'a pas besoin d'extraire de la terre tous ces métaux. Je crois qu'on peut vivre autrement. Voilà, merci, vous pouvez l'applaudir, oui.
Merci Violetta pour ce film dont le condensé nous donne quand même une bonne idée de ce qui peut se produire dès lors qu'il y a un tel projet qui surgit dans un territoire. Pour information, tous ceux qui ont répondu, on a un projet, on a un territoire qui est sujet à un potentiel conflit. Sachez que le film est disponible pour tout objet de médiation, on en parlera plus tard, mais en tout cas, il est disponible et on peut le voir dans son intégralité si on va à une projection. Pour l'instant, ce n'est que ça. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce territoire, Violetta, quand vous êtes arrivée? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Quelles ont été vos surprises? C'était quoi l'objectif de faire un film de tout ça? Alors, je suis arrivée dans le cadre d'un projet de recherche universitaire qui avait comme intention justement de saisir les controverses autour d'un projet industriel ou minier. Et au moment où ça s'annonçait. Donc je suis arrivée quelques mois après l'annonce de ces projets d'extraction de lithium par la compagnie Imerys dans l'Allier. Et il faut dire que c'est une commune de 400 habitants, bien sûr entourée d'autres communes, mais c'est des petits villages. Donc moi, il a fallu que je rentre dans cette culture villageoise pour saisir donc la réception du projet par les habitants. Donc j'ai interrogé des habitants, des élus, des acteurs du territoire. Et le film montre donc une synthèse d'une quarantaine d'entretiens que j'ai fait avec des habitants. Et j'ai bien sûr retrouvé une controverse, donc des avis contrastés, voire opposés, sur ces projets des mines. Mais en fait, quand on analyse un peu, et dans les cadres d'entretiens longs que j'ai menés, on voit bien que la réception de ces projets ponctuels, en fait, s'inscrit dans une histoire plus longue des positionnements vis-à-vis de l'enjeu public ou de l'enjeu écologique. Donc les habitants, ils perçoivent d'une certaine façon ces projets de transition énergétique parce qu'ils habitent un territoire avec certaines caractéristiques d'aménagement, de transport en commun, de conditions économiques, d'opportunités d'emploi, etc. Et que les habitants soient plus récents ou plus anciens, ça change leur vision. Et puis s'ils sont eux-mêmes inscrits dans des activités productives comme l'agriculture ou ayant eu des parents dans l'activité minière, ça change leur perception. En fait, j'ai interrogé les habitants dans les cadres de ces longs entretiens pour comprendre, bon, c'est ce qu'on fait en anthropologie ou en sociologie, on reconstruit un peu l'histoire de la personne qui montre les couches de socialisation qu'elle a connues et qui explique un peu sa prise de position. Et donc, peu après mon travail de terrain ethnographique, il y a un débat public qui a commencé sur ces projets-là, donc mené par la Commission nationale du débat public. Il y a à peine 2 jours, la commission a rendu son compte rendu de ces débats qui a duré 5 mois, donc entre mars et juillet. Et les comptes rendus du débat montrent bien qu'effectivement, il y a 2 positions très différentes vis-à-vis de ces projets qui ont du mal à dialoguer. Donc l'une basée sur les besoins locaux de redynamiser un territoire, l'autre basée sur une vision plus préservationniste ou en tout cas axée sur la limite planétaire, qui s'oppose à tout projet, tout nouveau projet d'extraction, voilà, avec une échelle très très importante d'extraction comme ces projets. Et en fait, on a du mal à faire dialoguer ces 2 visions parce qu'elles partent vraiment, elles sont ancrées dans 2 visions très différentes. Et bien sûr, il y aurait un travail de médiation à faire, des dialogues, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus dans quelle table ronde aujourd'hui, ça nécessite de vraiment rentrer dans la vision de la personne, d'accueillir sa parole, de qu'elle se sente écoutée et prise en compte dans son histoire, dans ses besoins, etc. Je pense que comme ça, on pourrait arriver à un dialogue fertile.
Oui, alors tout à l'heure, les personnes qui évoquaient la fin de la démocratie participative mentionnaient le fait d'accueillir en fait des désaccords ultra féconds. Là, est-ce que vous voyez des zones où tout le monde peut s'entendre? Est-ce que les gens se rejoignent à la fin? C'est pas ce qui s'est passé pendant les débats. On n'a pas trouvé de terrain d'entente parce que effectivement les objectifs ou les visions sont vraiment opposés. C'est-à-dire que quand on demande d'un côté la sobriété et la décroissance et de l'autre on part sur l'acceptation d'une certaine inertia que ça va être difficile à changer, on part vraiment des visions très différentes. Je pense qu'un travail plus en profondeur, effectivement, pourrait amener à un dialogue constructif. Mais voilà, c'est tout un travail de médiation à trouver. Est-ce que la conflictualité autour du projet de mine de lithium ne raconte pas un peu quelque chose de plus large, c'est-à-dire une recomposition des territoires ruraux? Après le post-Covid, on a vu beaucoup de néo-ruraux s'installer. Donc c'est une autre vision de ceux qui sont, que celles les gens qui vivent là depuis toujours et qui ont assisté au développement du kaolin, comme le dit le premier intervenant. Est-ce que ça ne raconte pas quelque chose de plus large? En fait, finalement, ça n'est que l'accroche pour des dissensions au sein des populations, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, il y a des visions qui sont inscrites dans des histoires du territoire. Alors, c'est un peu un cliché, mais effectivement, j'ai confirmé quelque chose de ça dans cette enquête. Et il y a la vision des plus anciens qui acceptent mieux les projets qui redynamisent l'économie du territoire parce qu'ils veulent à tout prix que les territoires restent dynamiques et que les écoles restent ouvertes, que les services publics restent disponibles. Et il y a la vision des néo-arrivants qui souvent arrivent dans les cadres du Covid ou avant ou après avec une vision un peu plus idéalisée, on va dire, d'un territoire rural et qui s'attendent à trouver donc le calme qui ne sont pas connus en ville. Et du coup, quand on leur annonce un projet industriel en plein paysage ballonné, ils ne sont pas contents. Après, bon, ça correspond bien aux généralités, mais il y a bien sûr des exceptions et on pourrait aller un peu plus fin pour décrire ces deux catégories de résidents. Mais il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, si on va encore plus loin dans l'analyse, on pourrait même, voilà, c'est mon interprétation, mais on pourrait même parler des questions des classes sociales. Et donc la population locale, elle a travaillé dans les mines, elle travaille dans l'agriculture. C'est des métiers qui sont disponibles sur place. Et la population qui est arrivée un peu plus tard, en général, télétravail. Oui, elle peut faire plus du télétravail, ou en tout cas, sans aller jusqu'à là, elle peut circuler plus facilement. Et un kiné travaille un peu partout. Donc, c'est des conditions finalement des classes et qui se correspondent directement avec la réception de ce type de projets. Donc, oui, ça mérite à chaque fois des analyses sociologiques bien complexes et qui souvent ne sont pas pour tout projet. On pourrait commander des études peut-être aussi à longue durée. Oui, parce qu'il faut des moyens, évidemment. Avant de détailler encore, enfin de revenir sur les questions de médiation avec vous, Séverine, je voudrais qu'on aborde la question avec Judith Pigneur de Negawatt de ces ressources dont on a besoin ou qui sont exigées par la transition énergétique ou électrique, d'autant plus qu'on veut la relocaliser, donc cette production de minerais. Et moi, je voulais savoir quel était en fait l'état de l'art, de combien de lithium on va avoir besoin. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'on peut prélever dans la mesure? Et est-ce qu'on va rouvrir 10 mines comme ça en France? Ou alors est-ce qu'on a une voie médiane? Oui. Déjà, oui. Alors, pour relocaliser, on ne compte pas tout relocaliser de ce qu'on consomme des métaux parce que ça va être juste impossible. Déjà dans une réglementation européenne qui est parue au début de l'année, qui s'appelle le Critical Raw Material Act, qui se fixe des objectifs. On fixe un objectif de 10% de notre consommation qui serait produite sur le territoire européen d'ici 2030, ce qui est déjà hyper rapide et hyper ambitieux.
Mais oui, le 100%. Là, on est à 0 juste, en ce moment, on est à 1, à 2. Quel est le saut qu'on va faire? On est grosso modo à 0, quoi, si on prend l'ensemble, ou peut-être 1 pour rang, mais ça dépend un peu des matériaux, mais on n'est pas loin de 0 sur la plupart des filières, si on prend en compte l'ensemble des étapes. C'est-à-dire que parfois, on a une étape, on va avoir la métallurgie ou la dernière étape, mais on n'a jamais 100% de la filière sur toutes les étapes, et même pas de pourcentage significatif. Du coup, pour peut-être poser un cadre un petit peu général, quand on parle de relocalisation de l'exploitation minière, déjà, en quoi ça pose problème, avant de venir sur qu'est-ce qui serait utilisable pour la transition énergétique, vraiment très rapidement. Donc pourquoi l'exploitation minière poserait problème d'un point de vue environnemental? On sait qu'on évolue en contexte contraint, on a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Or, l'exploitation minière et la métallurgie vient agir sur au moins 5 de ces limites planétaires. Je ne vais pas tout détailler, mais juste là où c'est significatif, on a l'exploitation minière et la métallurgie, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est 10% de la production d'aérosols, en particulier de matières particulières. Donc nous, en Europe, on connaît surtout ça pour les voitures, mais dans les zones très industrialisées, c'est aussi les mines et la métallurgie qui produisent ces particules. Tout à l'heure, Monsieur Maton parlait de la silicose, donc c'est aussi des particules qui vont rendre malades, notamment les travailleurs de l'exploitation minière, mais aussi les habitants alentour. Donc ça, c'est vraiment pour les impacts très macro. On a un impact significatif sur l'usage de l'eau également. Et on a des impacts qui sont beaucoup plus particuliers de l'extraction minière, donc notamment les déchets miniers. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'extraction minière, c'est des objets très imposants. Une mine, aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, c'est ce qu'on appelle un open pit, donc ça ressemble à nos carrières en France, mais en beaucoup plus gros, avec des diamètres qui vont être de plusieurs kilomètres, et qui peuvent atteindre 1 kilomètre de profondeur. Donc on est sur une véritable montagne à l'envers, qui crée donc une montagne de déchets à côté. Et ces montagnes de déchets, malheureusement, du fait de leur volume, on n'a pas de solution à long terme en fait pour gérer ces déchets. Qui vont être sous deux formes, les versa stériles, c'est les terrils qu'on voit ici, et sous la forme souvent de lac artificiel pour garder les résidus miniers. Et souvent, ces déchets contiennent des substances toxiques. Voilà, et ça, c'est un problème pour toujours, parce qu'en fait, on peut essayer de dépolluer un petit peu ces déchets, mais ils vont rester sur place, ils peuvent aussi créer de l'acidité, ça dépend des gisements, mais voilà. Ça, c'est des problèmes qui sont relativement massifs, et on a des problèmes liés à l'usage des terres. C'est notamment le cas pour un des métaux de la transition, qui est le nickel, qui a des exploitations ce qu'on appelle extensives, c'est des gisements proches de la surface, et du coup, on va devoir déforester énormément pour aller chercher ce nickel, donc c'est ce qui a lieu actuellement en Indonésie, et qui va être lié notamment à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Donc là, voilà tous ces problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes sont liés à la transition énergétique principalement? Aujourd'hui, la réponse est non, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas allé encore assez loin dans la transition énergétique, on ne l'a pas encore assez développé. Aujourd'hui, ces problèmes, c'est vraiment beaucoup l'acier, un peu le cuivre, beaucoup les métaux précieux aussi, qui ont des impacts énormes par rapport à la quantité qu'on produit. Donc ça, c'est vraiment pour dresser le panneau actuel, parce que je ne voudrais pas que le tableau actuel, qu'on pense que exploitation minière égale transition énergétique. Pas du tout. C'est plutôt notre niveau de consommation et d'industrialisation et de développement qui tire la consommation exponentielle qu'on a des métaux aujourd'hui. Cependant, est-ce que ça sera le cas demain? Donc demain, oui, si on met en œuvre la transition telle qu'on l'espère et qu'on le souhaite pour sortir des fossiles, on va avoir des augmentations sur plusieurs métaux. Ceux qui vont le poser, je ne rentre pas dans le détail parce que j'ai pas le temps, mais ceux qui vont poser le plus de problèmes environnementalement, qui risquent de créer un gros flux de matière, ça va être l'acier, le cuivre, l'argent, et après les métaux des batteries, lithium, nickel et cobalt. Donc ça, c'est ceux qui risquent de poser un défi significatif en termes environnementaux. Nous, on a essayé de répondre à ce paradoxe, à cet enjeu de se dire que
il nous faut la transition énergétique pour combattre le changement climatique, et en même temps, il faut limiter les impacts énormes de l'extraction minière et de la métallurgie aujourd'hui dans le monde. Comment on va faire? Pour ça, il faut prioriser nos besoins. Il faut se demander pourquoi on utilise les métaux et qu'est-ce qu'on peut rogner avant de rogner sur la transition énergétique. Et évidemment, se poser aussi la question de quelle transition énergétique, pour quel niveau de service. Et on peut concevoir des trajectoires qui sont moins gourmandes que d'autres. Et donc notamment, c'est ce qu'on a fait pour le lithium avec un premier rapport de ce projet qui vise à la sobriété matière, qui s'appelle le projet minimal. Donc notre premier rendu, ça sera un rapport sur le lithium qui va sortir en novembre et qui essaye de s'inscrire à la fois, de trouver une solution par le haut à ce dilemme en fixant un plafond écologique de production du lithium. Donc on essaye de définir un niveau maximum de production minière de lithium d'ici à 2050 qui permettrait de respecter les limites planétaires. Donc ça, c'est à l'échelle monde. Donc vous voyez, on est très macro par rapport à la conflictualité territoriale. Mais je pense qu'en fait, poser ce cadre est nécessaire pour ensuite avoir un débat sur du projet par projet. C'est comme si on avait un débat sur la conso et la production d'énergie à l'échelle d'un territoire, mais sans avoir encore défini le 2 degrés, sans avoir défini encore en fait la direction à prendre en termes de consommation d'énergie. Donc là, c'est un peu ambitieux, mais du coup, on essaye de définir une direction à prendre en termes de production et de consommation de matériaux pour se dire, est-ce que ce qu'on fait à l'échelle, ensuite, dans un même temps, ce qu'on fait à l'échelle territoriale rentre dans une direction qui est soutenable. Et donc, du coup, je finis une seconde en donnant un ou deux chiffres pour le lithium en particulier. Nous, ce qu'on a proposé, c'est d'ici à 2050, une consommation de lithium pour le monde qui se limiterait, enfin, une production minière pour le monde qui se limiterait à 500 000 tonnes par an. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? En gros, c'est plus qu'aujourd'hui. Donc, parce qu'aujourd'hui, on produit 100 000 tonnes de lithium par an. Donc c'est 5 fois plus, mais c'est quand même un plafond qui est contraignant parce que dans les trajectoires qu'on nous propose, que ce soit les trajectoires de l'IEA, les trajectoires de la Banque mondiale, les trajectoires de l'Agence internationale de l'énergie, c'est encore bien plus que ça, c'est plutôt 2 fois plus que ça, les consommations qui sont prévues. Donc on propose sur le lithium de limiter la taille de l'augmentation à venir en ayant des mesures de sobriété, d'efficacité et des mesures de substitution. Et donc, je ne vais pas toutes les détailler, mais c'est les mesures en fait, habituelles qu'on va trouver à l'association Négawatt, notamment sur la sobriété. Le plus gros levier, pour nous, ça va être déjà de réduire le niveau de déplacement. Donc, le niveau de déplacement, il se mesure à ce qu'on dit en voyageurs kilomètres. Donc, ça nous donne un flux, un volume de déplacement. Et ça, c'est le plus gros levier pour agir sur la consommation du lithium. Ça va être déjà de réduire notre niveau de déplacement. Nous, on le réduit de 30% d'ici à 2050. Ça peut se faire par des mesures comme favoriser le télétravail, etc. etc. Bon, grâce à tous les leviers qu'on mobilise, on arrive à réduire par rapport à un scénario, on va dire, habituel, type BAU de déplacement, on arrive à réduire d'environ 50% notre consommation de lithium d'ici à 2050 par rapport à une trajectoire habituelle. Et ça nous permet déjà de réfléchir sur les besoins. Et comme on l'a vu effectivement dans les conclusions du débat national qu'il y a eu sur l'Allier, en fait, même les gens le disaient dans le débat, on a besoin de cadres. En fait, on a besoin d'un cadre national sur c'est quoi les besoins des métaux, c'est quoi nos réels besoins en métaux, comment les objectifs, pour quel service en fait on va aller ouvrir une mine. Avant d'ouvrir une mine, on n'arrive pas à débattre sur un projet en particulier avant de savoir où on va. Donc là, on a essayé de donner des éléments d'objectivation en ce sens. Et désolée si j'ai dépassé le temps. Non, merci, ça va beaucoup. Merci Judith. Non, mais du coup, on va passer avec Séverine Carrez, qui est présidente de l'Institut international pour la négociation écologique. On sent que des conflits vont immanquablement émerger et l'idée, ce serait de penser un petit peu autrement les façons de discuter autour de ces conflits, de les médier ou de les remédier. Et d'après
l'extrait, il y a à un moment donné une dame qui dit oui, mais tout en prenant en compte, en étant vigilant sur la rigueur, etc. Ce qui implique une grande confiance, un besoin de grande confiance entre les différentes parties prenantes. Du coup, quelles sont les pistes pour vous des médiations à venir dans ce type de conflit-là sur les territoires? Alors là, on est sur un type de conflit qui est spécifique, puisque le projet a été défini d'intérêt public majeur. Donc on est déjà dans un cadre... On est déjà dans un second temps. Oui, on est déjà dans un cadre où le projet a été posé comme supérieur à la protection de la nature. Donc la conflictualité est déjà existante. Donc sur ce type de projet, il y a un déséquilibre de pouvoir, un déséquilibre d'écoute entre les différents interlocuteurs et des déséquilibre de pouvoir. Dans une mine de lithium, on n'est plus seulement au niveau national, enfin même pas local, on est vraiment au niveau international. On est sur des jeux de pouvoir qui sont démesurés. Et du coup, au niveau de la localité, on ne va pouvoir, en tant que médiateur, traiter que des conflits, par exemple des conflits de voisinage, et faire de la médiation vraiment pour que les gens arrivent à cohabiter, par exemple. En revanche, tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié le débat qu'il y a eu sur les différents mots autour de la médiation et de la co-construction territoriale. Mais là, je voudrais vous parler d'une co-construction qui aille un peu plus loin. On est dans une transition écologique et on est sur des données qui sont internationales et planétaires. Le GIEC par rapport au changement climatique et l'IPBES par rapport à la perte drastique de biodiversité. On est sur des données qui sont globales, sur des enjeux qui sont globaux. Une tempête, elle se déclare d'un bout de la planète, elle arrive à l'autre bout de la planète. Nous sommes sur des enjeux qui sont systémiques. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un droit qui reflète cette réalité. Or, notre droit, tel qu'il a été constitué, est un droit qui est fait par les hommes pour les hommes. Il régule notre société et il nous donne une direction par rapport à notre société et ce vers quoi on a envie d'aller. Ce droit, je vais parler du droit de l'environnement, à chosifier quelque part. L'environnement, c'est une chose dont on peut disposer. Les ressources naturelles, les espèces vivantes, ce sont des éléments dont on peut disposer. Aujourd'hui, ce qu'on propose et ce qu'on est vraiment en train d'accélérer, c'est le changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est d'accepter que l'humain est un élément de la planète, un élément parmi les autres espèces. On vit sur la planète tous ensemble. Nous avons ce principe de coviabilité, c'est un mot un peu technique, qui veut dire que pour que notre espèce soit viable, il faut que les autres espèces et les autres écosystèmes soient viables, ceux qui sont plus petits et ceux qui sont plus grands que nous. Il y a des experts mathématiciens, il y a plein de sciences derrière tout ça qui montrent qu'il y a des équilibres à respecter. Et pour pouvoir vivre dans ces équilibres-là, ou respecter et reconnaître ces équilibres-là, on a besoin aussi de modifier notre droit et de reconnaître, donc pour pouvoir intégrer ça dans notre droit, j'espère que je ne suis pas allée un peu trop loin, mais pour reconnaître ça dans notre droit, il y a une expansion des droits de la nature. On va avoir, et j'ai trouvé l'introduction de ces 14e rencontres nationales TEPOS vraiment très très belle, avec les enfants qui se sont exprimés sur l'attachement à la planète, à ce regard qu'on pose sur qu'est-ce que ça représente pour nous, le vivant, qu'est-ce que ça réveille en nous. Quand j'entends tous les discours, en fait, on ne peut pas se réveiller de l'intérieur avec les mots techniques et avec le droit qui nous concerne aujourd'hui. En revanche, quand on travaille sur d'autres cultures, on s'aperçoit que le droit peut donner des réponses qui nous permettent d'aller vers cette transition qu'on cherche. On a des exemples, par exemple, on a la Constitution de l'Équateur qui reprend la Pachamama. On a plusieurs législations nationales en Nouvelle-Zélande, en Inde, etc., qui vont donner des droits à la nature.
Et c'est arrivé aussi en Europe, avec en Espagne la Mar Menor, où on reconnaît des droits à la nature. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intérêt public majeur d'un projet comme celui des mines, où il y a un déséquilibre de pouvoir drastique. Comment est-ce qu'on peut mettre à la table des négociations des pouvoirs aussi différents? Si on arrive à mettre au niveau juridique, en tout cas, ou si on arrive à créer des espaces de dialogue, de nouveaux espaces de dialogue, où on s'extrait finalement de la réalité aujourd'hui et où on accepte de travailler sur une temporalité nouvelle, enfin pas nouvelle du coup, mais si on accepte de se mettre dans une temporalité différente de celle de l'oppression de nos budgets, de l'oppression de nos deadlines, etc., et qu'on se reconcentre un petit peu sur notre territoire. Tout à l'heure, Monsieur le maire a parlé de la mémoire, de l'histoire des habitants, de réécrire un récit. Ça, ce sont des élans qui permettent de se créer une histoire commune, un élan commun, à une certaine échelle, l'échelle de la localité, mais on peut aller plus loin aussi. Et pourquoi on ne ferait pas aussi parler ce qu'on appelle en science les non-vivants, les non-humains. D'ailleurs, les non-vivants, ce sont les générations futures et ce sont aussi nos ancêtres en ce qui concerne les non-vivants. Et les non-humains, ça va être tout ce qui concerne la biodiversité, etc. Vous avez une question? Oui, là j'ai une question parce que ça c'est une révolution absolument totale. Et dans un pays comme le nôtre qui est hyper rationnel, hyper cartésien, hyper jacobin aussi, avec des empilements législatifs de dingue, comment vous faites? Recherche-action, expérimentation et s'autoriser à faire différemment. Notre droit ne nous empêche pas de faire différemment, d'essayer et de faire. Par exemple, dans les Cévennes, il y a un pacte pastoral qui a été mené notamment par l'anthropologue et juriste Olivier Barrière et toute son équipe, Cause Cévennes, où l'idée c'était par rapport à l'activité du pastoralisme. C'est une activité qui était en train de mourir parce que, en fait, pour pouvoir faire paître les animaux, il faut des autorisations. On passe par des terrains publics, par des terrains privés, etc. Il y a toute une complexité, etc., etc. Et donc, les élus, les acteurs locaux, les habitants ont commencé à dialoguer et à expérimenter ça. Et donc, ils ont créé ce pacte territorial. C'est un pacte territorial où les acteurs eux-mêmes décident de comment ça va se passer sur leur territoire. Tout à l'heure, il y avait une question qui était intéressante, qui avait été posée entre Monsieur le maire et puis l'auteur Nicolas Riot qui était là. C'est qu'est-ce qu'on fait à la fin, quand tout le monde s'est mis d'accord, comment est-ce qu'on s'assure que ça va être mis en place? Et là, j'ai envie de revenir sur les outils de la médiation. Parce que ce dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le maire, c'était vraiment de la médiation avec un cadre sécurisant pour pouvoir se mettre en dialogue et faire parler les vulnérabilités. Les vulnérabilités, ce sont donc les personnes soit qui ne peuvent pas être présentes à la médiation, soit tout ce qui va concerner le non-humain, les espèces animales, etc. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Et non, et moi en plus, je vous écoutais, mais je me disais, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont envie d'expérimenter ça, c'est-à-dire faire venir des autres que humains autour de la table pour négocier sur des projets d'envergure? Levez la main si vous êtes partant pour expérimenter des choses comme ça. Alors, comment vous réagissez au fait qu'il y a très peu de personnes qui seraient partantes pour voir les choses différemment? Ben, moi, je ne suis pas étonnée, parce que... On est au début, quoi. Oui, déjà, on est au début. Ce n'est pas notre culture. Mais quand on se positionne par rapport aux générations futures, d'un seul coup, on peut avoir le déclic. Tout à l'heure, on avait la problématique dans le film qu'on a vu. On est sur des oppositions diamétralement opposées et il n'y a pas de point d'accord. Mais si on se positionne différemment, si on se positionne sur une échelle de temps beaucoup plus large, au début des débats qu'il y a eu ici, quand on parlait des assurances, on est dans un système qui est à bout de souffle. On l'entend, oui. On est dans un système qui est à bout de souffle. Tout notre modèle économique, juridique, nourrit ce système. Comment envisager un nouveau système si on ne change pas de paradigme?
comment vous voulez changer de système si vous ne vous autorisez pas à un moment donné à mettre de l'espace pour expérimenter quelque chose d'autre? Et ça, c'est dur dans un quotidien. Moi, je suis maman de 4 enfants. Comme la dame dans le film, le matin, il y en a un qui va au collège, machin, enfin bon, voilà, il faut courir partout. À quel moment j'ai le temps de faire ça? Et pour quelqu'un qui est un élu dans une collectivité territoriale ou une mairie, ou une région ou un département, là, il y a tellement d'intérêts divergents qu'il va falloir du temps et un vrai renversement de cadre de pensée. Oui, mais en fait, là, ça peut vraiment se mettre en place. Alors, on a l'exemple du pacte des Cévennes, on a l'exemple des droits de la nature qui émergent partout. Pour aller plus loin, on a fait une motion au sein de l'UICN. L'UICN, c'est l'Union mondiale pour la conservation de la nature, où on propose aujourd'hui de rendre ces droits de la nature opérationnels dans les territoires, notamment en passant par les aires protégées. Commençons par là où il y a la nature à défendre pour se mettre en dialogue. Donc c'est peut-être plus facile aussi de passer par des enjeux locaux où il y a déjà une préservation de la nature pour les aider à impulser dans ce sens-là. Quand on est déjà dans une démarche, on va dire, en ville, urbaine, peut-être que l'enjeu se sent un petit peu moins, quoique toutes les problématiques de relationnalité, on les a bien senties depuis le début des échanges. J'espère qu'il y aura des questions à la suite. Mais je voulais savoir s'il y avait, au-delà des outils ultra innovants d'innovation, comme vous proposez, est-ce que par exemple les films, les documentaires, les travaux anthropologiques peuvent être des outils de médiation qui aident à déclencher un dialogue, une écoute profonde des uns et des autres et des parties prenantes pour aller les uns vers les autres? Ou c'est trop à faire porter pour un film? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est sûr que moi, mon travail, ça a été plus le diagnostic des territoires. Et il y a quand même un résultat de cette étude, que c'est le film. Et donc, le film, il a été projeté sur les lieux d'enquête, donc à Échassières, dans les communes autour. Et il y a eu un public d'habitants qui avaient été parfois interrogés. Et dans le public, il y avait des gens qui étaient pour et contre, donc qui représentaient les deux visions sur ces projets-là. Et je ne vais pas dire que le film, il a créé du consensus, c'est pas du tout ça, mais le film permet, pendant sa durée, donc 52 minutes, d'assister aux arguments des uns et des autres. Et il offre au moins ça, c'est-à-dire le spectateur, il est passif. Donc le spectateur du film, qui pour le coup étaient les habitants du territoire, ils sont assis à écouter les arguments mobilisés par les uns et les autres. Et il y a cet espace d'écoute qui s'est créé à partir de l'outil film. Donc oui, c'est un peu un dispositif, un outil de médiation, ou en tout cas des dialogues. Après, je ne suis pas sûre que les gens ressortent de la salle avec l'esprit changé, ou alors qu'ils ressortent avec ces arguments confirmés, etc. Je n'ai pas fait d'enquête après enquête ou après restitution par les films. Mais je pense que ces moments quand même d'écoute des autres, qui s'est produit plus localement parce que les gens savent parfaitement qui pense quoi, et du coup on évite de parler avec ceux qui pensent pas comme nous. Donc pendant les films, ils sont coincés, ils doivent rester là 50 minutes, et ils s'écoutent. Et du coup, il se passe quand même ça, qui est pas rien dans ces milieux un peu conflictuels. Après, il y a quelques questions qui arrivent et que je pose comme ça à vous trois. Vous vous sentez libre de répondre. Alors déjà, est-ce que pour faire parler les non-humains, il faut leur donner une valeur monétaire pour qu'ils soient écoutés à une valeur qu'on comprendrait, nous, en tant qu'humains? Quand il n'y a pas de consensus, est-ce qu'à la fin, il ne faut pas adopter la position majoritaire, finalement? Et puis, est-ce que le conflit reste interne au territoire, ou alors est-ce que des personnes, des personnalités, des acteurs extérieurs au territoire viennent alimenter le conflit?
Parce que pour la personne qui pose la question, apparemment, c'est le cas. Peut-être il s'agit de la 69. Non, quand Greta Thunberg arrive, par exemple, et que toute une nuée de caméras arrive et vient pointer sur un... Voilà, ça ne sert pas à Greta Thunberg, cette autoroute A69, mais ce sont bien les gens sur place. Je donnais cet exemple au cas où. Voilà, est-ce qu'il y a une espèce de... On attise les feux au nom d'intérêts autres que ceux du territoire, quoi. Moi, j'ai déjà vu cet exemple dans le cadre d'un conflit entre agriculteurs et riverains, où quand on crée une médiation, on crée un cadre sécurisant, où il y a une forme de confidentialité et de confiance, où le dialogue peut naître à un moment donné. Et à partir du moment où les médias vont se saisir des informations, finalement, chacun va retrouver sa casquette et reporter les intérêts qu'il doit défendre. Et du coup, de fait, alors même que humainement, on arrive à dialoguer et se mettre d'accord, dès qu'il faut reprendre sa posture, on doit reprendre un dialogue. Et donc, du coup, ça arrive en effet que l'intervention des médias ou d'un tiers extérieur puisse finalement refaire démarrer un conflit. Moi, je voulais réagir sur est-ce qu'il ne faut pas se ranger du côté de la majorité. Mais je pense que ça dépend vraiment des sujets. Et sur les sujets comme le climat, on peut arriver à se dire que, par exemple, des exercices de participation, de démocratie participative, comme la Convention citoyenne sur le climat, quand on prend le temps et que les gens sont informés, ils prennent des décisions qui vont dans le sens de plus d'action et de justice climatique. Mais là, sur les matériaux et sur la mine, ce qu'ont pointé eux-mêmes les gens, c'était le manque d'éléments, d'arbitrage et d'informations pour pouvoir se positionner sur le sujet. Donc il y a des avis qui sont divergents, mais il y a aussi beaucoup d'avis qui vont dans le sens... Enfin, quand la dame, elle dit « mais moi, je ne saurais pas comment on fait sans la voiture », je ne sais pas comment on fait, donc comment on ferait pour faire moins, est-ce qu'on peut faire moins, est-ce qu'on peut nous donner un plan où on n'aurait pas besoin d'ouvrir cette mine de lithium. Et moi, je travaille depuis des années sur le sujet, et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire est-ce qu'il faut ouvrir ou pas la mine de lithium dans l'Allier. Déjà parce que les éléments d'arbitrage au niveau macro, on vient juste de les poser, et les éléments d'arbitrage au niveau du projet, franchement, ils n'étaient même pas là pour la convention nationale, pendant le débat public. Il n'y avait même pas encore l'étude d'impact environnemental du projet. C'est quand même un peu questionnant sur le niveau d'information auquel on avait. Donc, je pense aussi que l'information scientifique, le débat public, il est aussi au tout début en fait sur les sujets matériaux. Et donc, c'est normal qu'on ne puisse pas pouvoir dégager aisément une voie qui serait un peu une voie raisonnable et qu'on se retrouve encore plus que sur d'autres sujets à des postures de principe. Est-ce que je suis pour ou contre le développement? Est-ce que je suis plutôt anticapitaliste? Est-ce que mais pas... Et ça, je pense que c'est aussi le fait de la non-maturité du débat là-dessus. Oui, on peut compléter peut-être avec l'idée de processus. Quand on entre dans un dialogue, des fois, on prend des décisions qui sont temporaires et qui vont être avec un dialogue itératif. On va en rediscuter, ça va s'enrichir et en fait on grandit ensemble. C'est quelque part un peu ça l'idée d'un processus co-construit. C'est un enrichissement du dialogue. À la fin d'un temps, on va s'arrêter sur là où on en était, on va tester et puis on va enrichir tout au long du processus. Quelque chose que j'avais remarqué, parce que mon enquête justement a eu lieu entre l'annonce du projet et les débuts du débat public. Donc effectivement, les personnes me livraient, ils me pensaient qu'ils n'étaient pas du tout, parfois oui, mais pas complètement tranchés. En fait, ils me livraient vraiment la réflexion, leurs doutes, leurs questionnements. Et c'est ces terrains-là peut-être sur lesquels il faut travailler. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui étaient 100% pour, 100% contre, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient des arguments pour et contre, comme moi je pourrais avoir et peut-être d'autres personnes ici. Donc, ces doutes, ces questionnements, on les a tous. Et parfois, comme disait Judith, les
les positions, c'est tranche par principe, en fait. Et voir sur ces petits villages par solidarité, sociabilité, réseau, etc. Donc, comme ma famille est pour, je soutiens aussi. Ou comme mon ami est contre, je dois me caler sur cette position-là. Mais en fait, il y a énormément de questions qui restent ouvertes et qui devraient trouver un cadrage plus macro. Et en fait, ce qu'on se doit, c'est ces débats grands sur les besoins et les modes de vie. On revient toujours à ça. Tant qu'on n'est pas ça, c'est difficile de se positionner sur un projet particulier qui est censé répondre à des besoins qui sont toujours non définis, éternellement en croissance, etc. Une question pour Judith spécifiquement. Est-ce que dans vos études, vous mesurez les impacts liés au non-usage, au non-recours aux fossiles? Les impacts de la transition écologique, enfin énergétique, pardon, pour passer au tout électrique, par exemple, ok, il y a des impacts. Mais est-ce que vous mesurez, vous prenez en compte l'absence, enfin la fin des impacts liés aux fossiles? Alors, comme je suis allée vite, je n'ai pas pu tout redire. Mais en fait, est-ce que je le mesure dans cette étude-là spécifiquement? Non, mais parce qu'on part du postulat. Donc moi, je travaille pour l'association Négawatt. On est une association de transition énergétique. Donc, à la base, la question n'était pas ouverte sur doit-on rester sur les véhicules fossiles. Enfin, la réponse est déjà tranchée en amont. On a besoin de sortir des fossiles et du coup, on va y aller. Donc, c'était plutôt comment on le fait de la manière la moins douloureuse possible pour les autres impacts environnementaux que pose l'extraction minière. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire le comparatif, puisque on est déjà on va vers la sortie des fossiles en ce qui concerne la mobilité et puis même en ce qui concerne toute la société. Donc, voilà. Après, si vous voulez quelques éléments là-dessus, évidemment, le véhicule électrique, d'un point de vue des émissions de CO2, est meilleur que le véhicule thermique. Il n'y a pas débat, même en prenant en compte les étapes d'extraction et de métallurgie. Et le sera sûrement encore plus dans le futur avec l'amélioration de la production de l'électricité en allant vers plus de renouvelables dans le monde. Donc ça va ne faire que s'améliorer sur ce point de vue-là, sur le point de vue climatique. Et même de manière générale, il y a une étude qui montre que le fait de faire la transition énergétique, même si on augmente notre consommation de métaux, en fait, on diminue, mais très légèrement, le volume d'extraction général, parce qu'en fait, on sort du charbon. Et le charbon, c'est quand même une énorme partie de l'extraction mondiale. Donc, en volume, ça diminue. Après, le volume n'est pas forcément représentatif des impacts. Et surtout, en fait, moi, ce que je dis, puisque je travaille vraiment sur la sobriété matière, c'est qu'on ne diminue pas assez. Et on diminue en fait un peu par hasard. C'est-à-dire que ce n'était pas l'objectif qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait, c'était de se passer des fossiles et de faire la transition énergétique, mais on n'avait pas ce focus matériaux. Donc là, le changement de paradigme, c'est de se dire on va commencer à consommer moins d'énergie, mais il faut aussi qu'on consomme moins de matériaux pour pouvoir respecter les limites planétaires, parce que sinon, on sera sorti du changement climatique, mais sur les autres limites planétaires, on va quand même mettre en danger le système Terre. Donc, je sais que j'arrive dans un combat où on n'est déjà pas prêt de réussir la bataille du changement climatique et j'ajoute d'autres objectifs, mais en fait, on ne peut pas y penser après parce que ça se pense en même temps en termes de changement de société, et donc c'est rajouter un autre critère pour aussi consommer moins de matériaux. Vous l'avez dit, c'est le terme finalement, c'est le changement de société. Plusieurs questions ont attrait à la sobriété. Est-ce que cette relocalisation, c'est pas l'occasion de re-questionner l'ensemble de nos besoins finalement? La réponse est oui, mais est-ce que vous voulez bien un peu développer? Oui, du coup, ça me permet de développer les leviers que je n'avais pas développés tout à l'heure. Donc du coup, comme je disais, pour arriver à une diminution de la consommation de lithium par rapport à un scénario classique, on fait de la sobriété. Donc la sobriété, ce qu'on appelle d'usage, c'est-à-dire déjà moins se déplacer. Donc nous, on propose une réduction du niveau de déplacement de 30%. Donc ça se pense en fait au niveau de l'aménagement du territoire. Ça veut aussi dire il faut qu'on soit plus proche de nos commerces, il faut qu'on favorise le télétravail. Enfin voilà, il faut un aménagement qui permette de réduire ces déplacements.
On le permet aussi avec de la sobriété dimensionnelle. La sobriété dimensionnelle, ça veut dire des plus petites voitures, c'est ça que ça veut dire. Mais des plus petites voitures, ça ne veut pas juste dire « Ah mince, j'aurai moins d'espace dans le coffre », ça veut... Et pour les voitures électriques, ça veut aussi dire « Je vais avoir moins d'autonomie et du coup, je peux faire moins de kilomètres avec ». Donc c'est... privilégier sur la longue distance les transports en commun, donc ça veut dire baisser le coût du train et des transports en commun pour pouvoir prendre le train avec sa famille pour partir en vacances et quand on arrive sur place, relouer éventuellement une petite voiture pour ses déplacements locaux. Donc ça veut quand même dire vraiment fonctionner autrement au quotidien et avoir les politiques publiques qui accompagnent ces changements. Et on dit aussi, alors ce qui nous permet de réduire aussi de 8%, c'est la sobriété collaborative. Donc ça veut dire qu'on augmente le taux d'occupation des voitures. Et quand je dis on augmente, c'est qu'en moyenne, on a 2 personnes par voiture tout le temps. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de covoiturage pour baisser de 8% les matériaux. Donc oui, effectivement, c'est changer ces modes de vie. Et ça, c'est rien que sur les déplacements. Je suis obligée de mettre fin à cette table ronde parce qu'à partir de 17h, c'est un ensemble de visites qui démarre. Donc vous avez plus que 3 minutes pour rejoindre vos bus. En gros, il est -3 et voilà, nous en sommes... Merci infiniment pour vos témoignages.